Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse que nous avons souhaité organiser avec Monsieur le préfet de police pour vous faire un bilan de l'année 2024 et dresser quelques perspectives. Avant de démarrer, je suis accompagné de l'ensemble de mes adjoints, chefs de division, parce que pour moi, il était important, et ils pourront d'ailleurs répondre à vos questions sur des points précis, de démontrer que l'ensemble du parquet de Marseille est impacté par le narcotrafic, dont Madame Jointon, qui est la procureure adjointe centrale et qui est chargée plus spécialement des saisies et confiscations, Madame Faure, qui est à la tête de la division de lutte contre la criminalité organisée, Madame Regnault, qui est chargée de à la fois l'exécution des peines, donc toute la problématique pénitentiaire, mais également les mineurs, qui sont deux éléments essentiels, Madame Audier, qui est à la division générale et qui traite toute votre action de pilonnage. J'y reviendrai, Monsieur le préfet, et Monsieur Lourgouillou, qui est à la tête de la division économique et financière. Et là aussi, c'est notre volonté forte d'attaquer également le narcotrafic sur ces éléments-là. Je vous cède la parole, Monsieur le préfet, pour peut-être présenter les forces de sécurité intérieure. Et puis après, je crois que vous pourrez démarrer sur le bilan d'un point de vue policier. Je suivrai sur le bilan judiciaire. Et puis de la même manière, nous fixerons nos objectifs et nos perspectives dans un deuxième temps. Je vous cède la parole, Monsieur le préfet. Merci, Monsieur le procureur de la République. Donc, aujourd'hui avec moi, Monsieur Cédric Esson, le directeur interdépartemental de la police nationale, le général Constant Kélus, qui est le commandant de groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, Monsieur Philippe Frison, qui est le chef du service interdépartemental de police judiciaire, et le colonel Berthelin, qui est le chef de la section de recherche de la gendarmerie. Donc autant vous dire que vous avez devant vous des gens, et il n'y a personne plus qu'eux sont conscients de la gravité de la situation, de la difficulté de la situation du narcotrafic et du narcobanditisme à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc vous avez devant vous des interlocuteurs qui savent chaque jour, qui constatent chaque jour à quel point cette situation est difficile. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire un bilan de l'action, mais c'est un bilan qui est empreint de la conscience de cette difficulté, de cette gravité. Le trafic de stupéfiants à Marseille et dans le département continue à pourrir la vie des habitants, des Marseillais et du département. Et c'est pour nous surtout l'occasion, en tout cas pour moi, l'occasion de dire à quel point la mobilisation des forces de l'ordre, des policiers et des gendarmes a été en 2024 absolue, totale, et de manière tout à fait exceptionnelle. Il faut quand même rappeler qu'en 2024, les policiers et les gendarmes ont mené l'ensemble de cette mobilisation dans un contexte très particulier, qui était un contexte d'une année 2023 très difficile sur le front du narco-banditisme, et une année 2024 où ils ont été mobilisés face à des événements festifs, à des événements historiques, et qu'ils ont mené parallèlement l'ensemble des événements liés aux Jeux Olympiques, l'arrivée de la flamme, les Jeux Olympiques à Marseille, les opérations Place Nette XXL qui ont été menées à partir de mars, et le fait qu'ils n'ont pas pris de congé pendant cette période olympique, qui a constitué à la fois une mobilisation sur le front de la délinquance et sur le front du narco-banditisme. Donc moi, je veux vraiment commencer en fait en rendant hommage au travail des policiers et des gendarmes qui a été absolu malgré des difficultés extrêmes. Il convient de rappeler qu'en 2024, on a eu 58 policiers qui ont été blessés dans l'exercice de leur mission, dans l'exercice des missions de police, et 42 gendarmes. Il faut se souvenir de ce policier qui a pris des coups extrêmement violents dans la mâchoire, dans la cité de la Castellane, dans le cadre des opérations anti-stup, de ce policier qui a été poignardé à plusieurs reprises dans les quartiers sud, de ce gendarme qui a été grièvement blessé
sur la route en début 2024, ou encore de ce gendarme qui a, dans une maîtrise totale de sa mission, été obligé de sortir son arme face à 2 individus armés sur l'autoroute en novembre dernier. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en 2024, cette opiniâtreté des policiers et des gendarmes, cet acharnement des policiers et des gendarmes dans la lutte contre le narcobanditisme ont payé. Et on a des résultats notables, importants, visibles, et ces résultats, on le doit à leur engagement. Donc notre stratégie avec monsieur le procureur, ça a vraiment été cette année, parce qu'on travaille de manière extrêmement proche et en pleine confiance, ça a été de s'attaquer au trafic de stupéfiants à tous les étages, à tous les niveaux du trafic. Et je ne veux pas qu'on oppose d'un côté la lutte contre le haut du spectre, comme on dit, la lutte contre les petites mains du trafic, hein, la lutte contre juste le blanchiment. C'est vraiment sur l'ensemble de ces axes, l'ensemble des niveaux du trafic, que ce soit le consommateur, le petit trafiquant, que ce soit les têtes de réseau en France, à l'étranger. Cette année, l'engagement a été total, hein, et ça n'aurait aucun sens d'opposer les uns aux autres ou de faire l'un sans l'autre. Et ces résultats, c'est des résultats aussi, vous allez m'en excuser, qui se traduisent par quelques chiffres, hein, qui sont le résultat de cette mobilisation. Donc, notre mobilisation, monsieur le procureur y a fait allusion en premier, ça a été de poursuivre ce pilonnage et d'asphyxier les points de deal. Donc c'est une présence sur la voie publique massive cette année. Et cette année, en 2024, on a une présence beaucoup plus massive que d'habitude sur la voie publique à Marseille et dans l'ensemble du département, notamment parce que en début d'année, on a mené ces opérations Place XXL qui se sont prolongées sur plusieurs semaines, parce que nous avons renforcé notre mobilisation dans le cadre de l'arrivée de la flamme olympique, parce que nous avons renforcé notre mobilisation dans le cadre des Jeux olympiques. Donc nous étions cette année beaucoup plus présents sur le terrain, plus de policiers et de gendarmes sur le terrain, plus de CRS sur le terrain, et aussi plus d'enquêteurs de la police judiciaire. Donc cette mobilisation, elle a permis des résultats concrets. Ces résultats concrets, c'est moins de points de deal dans le département. Les points de deal, c'est ce qui pourrit la vie des habitants. Ça n'a pas annihilé le trafic. Nous ne sommes pas des gens naïfs, ni monsieur le procureur, ni moi. Nous avons bien conscience de la difficulté de cette mission et de la difficulté à obtenir des résultats durables. Et un point de deal supprimé, ça ne veut pas dire que tout le trafic de stupéfiants lié à ce point de deal est supprimé, mais ça veut dire qu'on a supprimé un point de fixation de désordre, de problèmes dans le département, dans la ville de Marseille, dans les cités. Et donc en 2024, on en a supprimé 29. Ça veut dire qu'il en reste beaucoup trop. Ça veut dire qu'en 3 ans, on est passé à Marseille de 161 points de deal à 84 points de deal. 84 points de deal, c'est inadmissible, c'est insupportable pour nos concitoyens, mais on les a divisés de moitié. Et cette année, on a poursuivi ce travail acharné en supprimant 29 points de deal. Cette suppression et ce pilonnage des points de deal va de pair, et c'est ce que je vous disais en début de propos, avec la répression de la consommation de stupéfiants. Et en 2024, on a fait 20 000 amendes forfaitaires délictuelles. C'est un nouveau dispositif qui commence à avoir maintenant près de 4 ans, mais qui nous permet de réprimer la consommation, alors qu'avant on ne réprimait pas du tout la consommation de stupéfiants, parce que c'était trop compliqué, parce qu'il fallait mettre en garde à vue les consommateurs, et donc on n'avait pas les moyens de réprimer la consommation. Aujourd'hui, dans le département, on a fait 20 000 amendes forfaitaires délictuelles. C'est 12% des amendes forfaitaires délictuelles dressées dans le pays. Et c'est en hausse
en hausse de plus de 10% cette année. Et ce que je veux dire, c'est que ça se traduit aussi par des produits pour les finances publiques. Il y a un chiffre, j'en parlais avec la directrice des finances publiques de la région, qui me disait qu'entre 2021, c'est à peu près le moment où on a mis en place les amendes forfaitaires délictuelles, et aujourd'hui, on avait une hausse de 47% du produit des amendes dans le département. 47% en plus qui rentrent dans les caisses de l'État. C'est un chiffre important, ça veut dire que les amendes on les dresse, on réprime, mais que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ensuite, un autre chiffre qui me paraît important pour mesurer l'engagement des policiers et des gendarmes, c'est le nombre d'individus qu'on a interpellés. Et les policiers, on n'a pas sacrifié la lutte contre les stupéfiants pour organiser les Jeux Olympiques. On n'a pas sacrifié l'organisation des Jeux Olympiques pour lutter contre les stupéfiants. Au contraire, on a réussi à mener les deux, à avoir une très forte mobilisation sur les Jeux Olympiques, sur l'ensemble de la saison estivale, sur l'ensemble du spectre de la lutte contre la délinquance, qui ont eu des résultats sur les stupéfiants. Et c'est cette année par rapport à 2023, qui était une année déjà extrêmement difficile pour les forces de l'ordre, on a interpellé 40% de trafiquants de stupéfiants de tout niveau, pas que des gros bonnets, pas que des petites mains du trafic, mais 40% de trafiquants en plus par rapport à 2023. C'est 3400 individus impliqués dans le trafic qui ont été interpellés sur les départements en 2024. Donc cette mobilisation, elle marque l'engagement absolument important des services de police et de gendarmerie, avec une lutte en parallèle contre les narcolivraisons, parce que quand on tape des points de deal, quand on pilonne ces points de deal, quand on les empêche de travailler, il y a forcément un risque de se reporter vers la livraison et vers la narcolivraison. Donc là aussi, c'est un axe de travail où les policiers et les gendarmes ont été particulièrement mobilisés, avec 121 affaires réalisées et près de 180 personnes interpellées, rien que sur la livraison. Et puis enfin, un dernier point que je veux mentionner, c'est dans ce harcèlement des points de deal, c'est aussi le cadre de vie qu'on rend aux habitants. Moins de délinquants au pied des immeubles, même s'il en reste toujours beaucoup trop, mais c'est aussi des halls d'immeubles dégradés, des halls d'immeubles tagués, les tarifs des stupéfiants qui sont indiqués sur les murs, et des encombrants, des palettes de chantier qui sont déployés, des chariots qui sont déployés pour perturber l'entrée dans les cités des forces de l'ordre. Cette année, on a une mobilisation exceptionnelle là-dessus, et on a enlevé 4000 tonnes d'encombrants justement dans les cités pour empêcher, pour redonner un cadre de vie normal et permettre l'intervention des services publics, des services de police. 4000 tonnes, c'est en gros l'équivalent du plus grand train de fret d'Europe, donc ce n'est pas quelque chose de mineur, et c'est plus de 5000 m² de tags, tous ces prix de stupéfiants qui étaient tagués dans les halls d'immeubles, qui ont été effacés et recouverts. Donc cette situation, si elle demeure difficile, voire critique dans un certain nombre d'endroits, les policiers cette année et les gendarmes, les policiers à Marseille et les gendarmes sur l'ensemble du reste du département notamment, n'ont abandonné aucun terrain, n'ont abandonné aucun immeuble et n'ont abandonné aucun quartier. C'est vraiment un des points importants que je voulais souligner. Ce travail de harcèlement des points de deal, il a notamment été mené en parallèle avec la judiciarisation, et c'est pour ça que notre travail commun avec le parquet est absolument indispensable, a été mené en parallèle avec une judiciarisation du travail des unités de voie publique, c'est-à-dire que notre objectif, c'est non seulement d'interpeller, mais de présenter des situations judiciarisées, des enquêtes menées
pour qu'on puisse aboutir à des condamnations, importantes. Donc, nous continuerons ce travail, hein, et ce que je voulais finir sur ce point, sur ce premier point du harcèlement de voie publique, c'est que notre travail sur les consommateurs se poursuivra, parce que le consommateur à Marseille, et on a un phénomène de consommation qui est particulièrement inquiétant, mais le travail sur les consommateurs doit se poursuivre, parce que le consommateur, il est ni plus ni moins que le complice du financement de l'ensemble de ces réseaux extrêmement riches qui nous menacent et qui perturbent la vie des Marseillais et des habitants du département, avec des consommateurs qui sont complices des pires criminels de ce pays. Le deuxième point, c'est que, je vous dis, on s'attaquait à tous les niveaux du trafic. La voie publique, les points de deal, mais aussi les têtes de réseau et les gros trafiquants. On a eu un résultat important cette année, c'est qu'on a divisé par 2 le nombre de narcomicides dans le département. On avait 49 narcomicides en 2023, on en a 24 cette année. C'est un drame d'avoir 24 homicides liés aux stupéfiants dans ce département. Et moi, avec les chefs de police et de gendarmerie, on pense chaque jour, notamment à Sokaina, notamment à Nessim Ramdan, qui ont été victimes de ces narcomicides cette année. Mais notre engagement est renforcé par ces résultats et renforcé par ces événements pour continuer à réduire de manière importante l'impact de ces trafiquants et de ces criminels sur la vie quotidienne et sur la sécurité des Marseillais. Plus donc des résultats obtenus essentiellement grâce au travail de la police judiciaire. On aura l'occasion d'en reparler, notamment avec le commissaire Frison, qui a fait un travail très important cette année. Le travail sur les narcomicides, c'est un travail d'enquête au long cours, d'enquête judiciaire au long cours, et qui a été rendu possible, notamment cette année, parce que la présence sur la voie publique a permis de donner un répit, de regagner le terrain qui était occupé par les narcotrafiquants, d'empêcher que les services de police judiciaire soient submergés par les saisines de tentatives d'homicide, d'attaques, et puissent regagner le terrain et mener ces enquêtes au long cours qui permettent des interpellations et de présenter à la justice ces criminels. C'est également un travail important sur le financement, avec cette année plus de 40 millions d'avoirs criminels saisis. On siphonne les comptes en banque, et puis c'est pas d'impunité pour les chefs de réseau qui sont interpellés en France comme à l'étranger. Cette année, le travail de la police judiciaire à Marseille a permis d'interpeller 282 trafiquants du haut du spectre qui ont été incarcérés. Donc ce n'est pas juste des interpellations, c'est 282 hauts du spectre incarcérés en prison, et parmi eux 168 qui sont issus de cette organisation criminelle dont vous parlez. C'est un travail colossal de la police judiciaire mené sous l'autorité de la justice. Donc c'est vraiment sur ce bilan-là que je voulais commencer mon propos. Un travail de voie publique important, mais qui a été lié avec une attaque et une mobilisation sur le haut du spectre également. Voie publique, haut du spectre, consommateur. On n'a lâché aucun des aspects du trafic de stupéfiants cette année. Monsieur le procureur. Oui,
Merci, monsieur le préfet. Ben, dans le prolongement des chiffres qui vous ont été donnés par le préfet, je reviens simplement 2 secondes sur l'utilité de cette conférence de presse commune. Nous, ce qu'on veut vous démontrer, et qui est une réalité, vous l'avez indiqué, monsieur le préfet, c'est qu'il y a une véritable union sacrée, que ce soit de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, à la hauteur des enjeux se posant sur l'agglomération marseillaise. Et effectivement, on aime bien opposer l'autorité administrative et judiciaire parfois, alors que nous marchons sur 2 jambes nous sommes totalement complémentaires pour être efficaces dans la lutte contre ces phénomènes, c'est-à-dire la réponse judiciaire, puisque c'est de celle-là dont je vais vous parler, systématique, importante en circuit court pour répondre aux actions remarquables de pilonnage qui sont menées sous l'autorité du préfet de police, mais également, vous l'avez indiqué, monsieur le préfet, du travail de longue haleine avec pour volonté de démanteler les réseaux et de récupérer les avoirs criminels. J'indiquerai également à titre liminaire que, de par le code de procédure pénale, c'est le procureur de la République qui parle, mais je tenais à signaler la mobilisation très importante de l'ensemble de la chaîne judiciaire et naturellement des magistrats instructeurs, des juges des libertés de la détention qui sont particulièrement impactés sur Marseille et des juges qui jugent le travail des policiers dans le cadre d'audiences correctionnelles. Et puis j'élargirai aussi mon propos en indiquant que la problématique, nous avons en face de nous un système globalisé, j'y reviendrai. Il faut que nous envisagions la problématique de manière globale et donc au ministère de la Justice, il y a également avec la protection judiciaire de la jeunesse qui est un maillon indispensable pour nous permettre évidemment de traiter la problématique des mineurs, j'y reviendrai, et la direction de l'administration pénitentiaire avec la direction interrégionale des services pénitentiaires et les directeurs d'établissement, puisque en quelque sorte, il faut là aussi entraver et gérer cette population spécifique quand elle se retrouve en détention. Donc après ces propos liminaires et pour rebondir sur les chiffres qui vous ont été donnés par le préfet, assez classiquement, je vais reprendre votre plan, monsieur le préfet. On va commencer à parler de l'activité pour la lutte contre le bas du spectre, hein, naturellement, et puis ensuite les résultats et le travail réalisé sur le haut du spectre. Alors nous, notre politique pénale en matière de lutte contre le narcotrafic du bas des tours, hein, elle est assez simple. Hein. C'est le déferrement systématique des auteurs qui sont interpellés dans le cadre des actions de pilonnage mises en œuvre par les services de police et de gendarmerie dans le cadre de la définition de la politique mise en œuvre par le préfet de police. Donc c'est un déferlement systématique avec, pour les récidivistes, là aussi, des réquisitions d'emprisonnement ferme et en tout cas, pour ceux qui ne le sont pas, des réquisitions systématiques d'interdiction de séjour à Marseille pour tout ce que je qualifierais de narcotouristes. Et oui, dans une certaine romantisme national, Marseille serait une sorte d'Eldorado pour le jobber. J'en parlerai tout à l'heure en parlant de traite des êtres humains. La réalité est beaucoup plus sombre que ce qu'elle peut apparaître et il est indispensable pour nous, et c'est l'action mise en œuvre par les services de Sylvie Audier, justement de ne pas rendre attractif Marseille et de ne pas rendre Marseille attractive pour les jobbers. Alors, ce n'est pas moins, donc, et les chiffres ne mentent pas, hein, puisque nous sommes tout à fait en proportion avec ceux que vous avez donnés. Ce n'est pas moins de 2260 majeurs qui ont été déférés devant la juridiction marseillaise pour faire l'objet de comparutions immédiates, de convocations par procès verbal et de comparutions sur reconnaissance de culpabilité. C'est-à-dire à la suite de la phase d'interpellation, à la suite de l'enquête diligentée par les services de police ou de gendarmerie, 2260 personnes qui font, on va dire, du trafic au pied des tours ont été déférées, ce qui représente, et c'est important que vous le sachiez, 40% de la réponse pénale d'urgence du parquet de Marseille. La deuxième chose, c'est les mineurs. Hein. Les mineurs, là aussi, qui se retrouvent sur les points de deal. 512 mineurs ont été poursuivis pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
pour 1000 poursuites. Donc c'est la moitié de la délinquance des mineurs sur Marseille est liée au trafic de stupéfiants, et 300 ont fait l'objet de déferrements pour avoir une réponse immédiate. Donc si on fait un bilan global, 2700 personnes, majeures et mineures, ont été déférées à l'issue de leurs mesures de garde à vue dès lors que les infractions étaient constituées. Et c'est à rapporter des chiffres dont parle le préfet. Il parle de 3400 personnes interpellées, mais c'est sur l'ensemble du département. Et comme vous le savez, le delta, il se trouve à ce niveau-là. Il y a également une juridiction à Aix-en-Provence et une autre à Tarascon. Je terminerai par un chiffre qui me paraît important et qui est issu des statistiques du ministère de la Justice. La part des stupéfiants au tribunal de Marseille comparée aux tribunaux de même taille, c'est-à-dire les plus grosses juridictions françaises. Dans notre jargon, nous parlons des juridictions de groupe 1. Ça peut être Lille, Nanterre, Bobigny, Lyon ou Bordeaux. La part du trafic de stupéfiants sur l'ensemble de l'activité pénale de la juridiction représente 23% de l'activité à Marseille, alors que sur ces juridictions dont je viens de vous parler, il est à peu près de la moitié, puisqu'il est à environ 12%. Donc, nous avons à faire face à Marseille à un phénomène massif qui nous impose évidemment d'être en ordre de marche et d'être particulièrement volontariste pour juguler ce phénomène, en tout cas le contenir. Donc, les effets de cette politique, le préfet de police vous l'a rappelé, c'est encore trop, nous partageons ce constat, mais c'est la division par deux en 3 ans du nombre de points de deal qui sont passés d'environ 160 à 84. Et là, pour prendre un petit peu de recul sur l'analyse judiciaire, ça a entraîné plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que la pression immédiatement exercée dans ces actions de pilonnage ont été sur les quartiers nord de Marseille, qui étaient le siège parfois dans des cités de plusieurs points de deal. Évidemment, nous avons anticipé et nous avons eu une réflexion sur les effets de déport. Et effectivement, nous avons constaté que sur l'agglomération marseillaise, des phénomènes de trafic et des points de deal pouvaient se créer dans la division centre, dans le centre-ville, mais également dans les quartiers sud de l'agglomération. Et donc, évidemment, si c'est un simple déport, notre action serait proche de zéro. Or, nous l'avons anticipé, et effectivement, et je tiens à remercier les services de M. Hesson, la division centre et la division sud de la sécurité publique de Marseille s'est mis en ordre de marche, puisque cette année, les divisions centre et sud, passant respectivement d'environ 500 gardes à vue chacune pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 1000 gardes à vue pour la division centre, à 1000 gardes à vue pour la division sud. Donc l'idée, c'est une approche globale sur l'ensemble de l'agglomération et qui fait a entraîné mécaniquement la baisse de ces points de deal. Deuxième phénomène de déport, cette fois-ci sur les modalités de mise en vente, nous avons constaté naturellement une augmentation de l'Ubershit dès lors que vous pilonnez. Et là aussi, monsieur le préfet, dans les réflexions communes que nous avons partagées, il convenait de mettre le paquet, si je puis me permettre cette expression un peu triviale, pour juguler les modalités de livraison. Et vous avez donné des chiffres très impressionnants des augmentations des livreurs qui ont été faits, avec des suites judiciaires qui sont de même nature pour les livreurs que ceux que l'on interpelle devant les points de deal, et avec la volonté très forte de confisquer l'instrument de l'infraction, c'est-à-dire le véhicule qui a servi à transporter la drogue. Troisième point, et là j'ai une vision un peu plus panoramique par l'intermédiaire de la GIRS de Marseille, nous sommes très vigilants à éviter l'exportation de nos organisations criminelles empêchées sur l'agglomération marseillaise dans d'autres ressorts de l'interrégion. Et là, c'est le travail de la juridiction spécialisée en lien avec les procureurs locaux et plus particulièrement, pour vous citer un exemple, le procureur d'Aix-en-Provence avec lequel nous échangeons quotidiennement sur ces problématiques et pour mettre en place des stratégies de cantonnement.
Le bas du spectre, et vous l'avez rappelé, monsieur le préfet, appelle une réponse forte également à destination des usagers. Et la deuxième problématique également émergente, c'est la place de plus en plus grande que prennent les mineurs dans ce trafic. S'agissant des usagers, le préfet de police vous a parlé des AFD qui sont une réponse massive et efficace contre les usagers. Nous avons également de notre côté mis en œuvre une pénalisation accrue des consommateurs récréatifs et festifs et notamment les clients des narcolivreurs. Si on voulait, il faut que ce soit aussi également douloureux pour ceux qui recourent aux narcolivreurs, mais et c'est le rôle de la justice, nous avons également et nous tâchons de mettre en œuvre une réponse à plus fort contenu, davantage axée sur le soin pour les consommateurs souffrant de réels problèmes d'addiction, et je pourrais vous le développer si vous en intéresse, depuis la fin de l'année 2023, pour les polytoxicomanes ou pour les toxicomanes lourds, on met en œuvre ce qu'on appelle la juridiction résolutive des problèmes, qui est un suivi beaucoup plus affiné. Mais là aussi, sur les perspectives et sur les enjeux, je pense qu'il faudra mobiliser l'ensemble des partenaires, puisque régler la problématique d'addiction, vous avez déjà réglé une forte partie du trafic dès lors que vous n'avez plus de demande. Les mineurs. Les mineurs, c'est une réalité, je l'ai dit dans plusieurs points de presse durant l'année. On constate un rajeunissement des mineurs qui se livrent au trafic. Et là aussi, la division de Sylvie Audier a essayé de s'adapter. Nous mettons en œuvre pour les primo-délinquants des alternatives à fort contenu, veillant à la réinsertion et surtout à la sortie du trafic, et ceci en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous en ai parlé dans mon propos introductif, avec des stages ou des mesures de réparation. Et très intéressant parce que tous les pouvoirs publics doivent être mobilisés, avec un suivi qui peut être poursuivi par la mairie dans le cadre de dispositifs sociaux pour véritablement extraire ces mineurs qui quittent l'école pour se livrer à cette activité. Et puis ensuite, je voudrais tordre le cou à une idée fausse, qui est ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on ne peut pas connaître l'incarcération dans le cadre de multirécidives. C'est toujours un échec pour la société d'envoyer ses enfants en prison, mais notre bras ne tremble pas quand il n'y a pas d'autres solutions pour éviter un crescendo dans la délinquance. Déferment systématique des multirécidivistes avec des interdictions de paraître, et 121 mandats de dépôt, 121 mineurs ont été placés en détention cette année dans les situations qui le justifient. Puis nous constaterons, mais je vais en parler maintenant dans un second temps, le rajeunissement des mineurs aussi dans le haut du spectre, ce qui est plus nouveau et plus inquiétant. Donc le deuxième point de mon intervention sur le bilan de l'année, c'est le haut du spectre et donc qui fait l'objet de toutes nos attentions. Alors quelques faits saillants. Vous l'avez rappelé, monsieur le préfet, réduction, alors 50% sur l'ensemble du département, 60% sur Marseille, puisque 49 narcomicides l'année dernière sur Marseille, 20 cette année. Donc ces résultats, évidemment, sont très intéressants, sont très importants, même si la situation reste fragile, même si le problème est loin d'être réglé, même si nous avons reçu, monsieur le préfet de police, les familles de victimes de narcomicides. C'est insupportable. Nous les soutenons, nous les aidons, ils nous aiguillonnent également. Voilà, moi je suis tout à fait preneur. C'était la même chose en matière d'habitat indigne, pour changer totalement de sujet. La société civile doit s'emparer de ces sujets, les quartiers doivent s'en emparer. Nous devons mettre en œuvre une éducation à la légalité. C'est une problématique globale, donc ça reste beaucoup trop, mais nous pouvons quand même être très satisfaits qu'il y ait eu
moins de malheurs dans les familles marseillaises cette année. Alors cette réduction par plus de deux du nombre de narcomicides, j'essaie toujours d'être totalement objectif. Il y a une cause qui nous est exogène. Et qui est extérieur à notre volontarisme aux uns et aux autres. C'est, on va dire, la fin de la guerre entre le clan appelé DZ Mafia et le clan Yoda, qui était à l'origine d'une part importante des narcomicides l'année dernière. Mais je tiens aussi à signaler l'action très volontariste de la police judiciaire sous l'autorité des magistrats instructeurs et avec également les magistrats du parquet, ce que nous avons qualifié de politique proactive visant deux axes. On met les moyens de la police judiciaire sur la résolution et arrêter les commandos de tueurs. C'est assez tautologique, mais quand vous mettez derrière les verrous des commandos de tueurs, ne serait-ce que le temps de reconstituer des équipes, vous faites baisser la pression. Et puis je tiens aussi à féliciter la police judiciaire qui a fait quand même, là aussi, c'est quand même atypique à Marseille, ce travail proactif a permis de déjouer des règlements de compte qui allaient se commettre. Et puis la troisième raison également, c'est en lien avec l'administration pénitentiaire, œuvre collective, je vous l'indiquais, évidemment l'endiguement, le contentement et éviter que des personnes du haut du spectre placées en détention provisoire puissent commanditer des assassinats. C'est encore arrivé l'une ou l'autre fois en changeant de stratégie et en regroupant dans des quartiers d'isolement avec des mesures coercitives adaptées ce public-là pour éviter qu'ils commettent des assassinats depuis leur lieu de détention. Et donc là aussi, je peux clairement le manifester. Cette action a permis également de réduire les règlements de compte. Le deuxième point à mettre en valeur sur les suites judiciaires du travail de la police judiciaire, l'activisme policier et judiciaire, vous l'avez rappelé, monsieur le préfet, a été très important avec une PJ qui travaille très bien, une section de recherche tout autant. Concernant la seule police judiciaire marseillaise, 587 interpellations, vous l'avez indiqué, dont 282 mandats de dépôt, c'est-à-dire au-delà des opérations cadencées, régulières, mises en œuvre. C'est des dossiers étayés, des dossiers sérieux, des dossiers qui tapaient au cœur de l'organisation, qui ont permis ces chiffres impressionnants et ce qui donne à Marseille aujourd'hui, dans la globalité, nous avons actuellement 832 mandats de dépôt en cours dans la lutte contre le narcotrafic, que ce soit sur le trafic de stupéfiants lui-même et tous les phénomènes qui y sont associés, et y compris les narco-homicides, ce qui est un nombre naturellement considérable. Et plus de 2000 personnes sont actuellement mises en examen par les magistrats instructeurs marseillais pour ces faits. Et puis là aussi, efficacité des services dans le cadre de la résolution des narcomicides. Plus de 200 personnes mises en examen pour des narcomicides qu'il va falloir prochainement juger devant des cours d'assises. Rajeunissement des auteurs. Et là aussi, de vous parler des mineurs pour le haut du spectre, vous conviendrez avec moi que c'est un événement nouveau qu'il convient de prendre en considération, puisque pour la première fois en 2024 va être jugé un mineur de moins de 16 ans dans un dossier de la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, devant un tribunal pour enfants. Nous sommes malheureusement les premiers en France et nous avons encore 2 autres mineurs qui vont devoir être prochainement jugés devant des tribunaux pour enfants criminels. Quatrième point saillant de cette année, une vigilance accrue sur les phénomènes corruptifs devant cette manne financière très importante qui peut toucher les opérateurs privés, mais également les administrations publiques, que ce soit services de police, que ce soit administration pénitentiaire, que ce soit service judiciaire. Et avec une deuxième face d'une même médaille, c'est les pressions et les menaces qui peuvent être exercées sur les autorités étatiques
problématiques dans le cadre de leur mission, avec le phénomène paroxytique. Il est dans le domaine public, je tiens à le révéler, l'action très courageuse du chef de détention des Baumettes, qui a fait l'objet d'un contrat et qui, par notre action concertée et la prise en compte de cette problématique, on a permis l'interpellation de 2 personnes qui se trouvaient armées à proximité de son domicile. Donc, c'est pas nouveau, la tentative de corruption des agents étatiques, c'est même l'apanage de la criminalité organisée. Et on a connu, il y a une vingtaine d'années, des problématiques de même nature. Simplement, nous sommes très attentifs, puisque en face de nous, nous avons des organisations criminelles qui ont des moyens financiers illimités. Et donc, je vais vous parler sur le dernier axe saillant, c'est la prise en compte de la dimension financière de cette criminalité, puisqu'un des objectifs majeurs, c'est évidemment de déterminer, de détecter les circuits de blanchiment. De nombreuses affaires ont été réalisées, que ce soit de collecteurs ou de blanchiment, et c'est là l'AGIRS économique et financière, à la tête de laquelle se trouve Jean-Yves Lourgouillou, a recentré son activité sur les affaires de blanchiment qui constituent désormais la majorité du portefeuille et des saisines de la GIRS. Et on essaie également, alors encore pas assez, ça sera dans les objectifs, de multiplier les affaires éco-crimes qui sont au nombre de 3, c'est-à-dire, c'est assez simple à comprendre, mais insuffisamment mis en œuvre. Quand vous ouvrez une enquête criminelle sur des faits et une organisation structurée, vous ouvrez parallèlement une enquête financière pour assécher, et avec des résultats considérables, puisque nous avons saisi cette année 42 millions d'avoirs. Alors, la différence avec les chiffres donnés par le préfet de police, ces magistrats ne sont pas des magiciens, ils ne saisissent pas plus que ce qui est saisi dans les enquêtes de la police ou de la gendarmerie. C'est que là, c'est du tout compris. Nous avons la juridiction interrégionale spécialisée qui réalise des saisies naturellement très importantes, que ce soit en matière financière ou en matière de criminalité organisée, sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et de la Corse. Mais résultat là encore plus spectaculaire, nous avons confisqué 40 millions d'euros, c'est-à-dire des décisions définitives de confiscation. Ces sommes sont tombées, je le dis très clairement, dans les caisses de l'État, donc ce qui est un résultat considérable. Mais là aussi, il faut toujours adopter une posture modeste pour vous indiquer que la majorité de ces saisies et de ces confiscations sont encore réalisées dans des affaires économico-financières stricto sensu, et que naturellement nous avons une marge de progression considérable pour le narcotrafic. Quand vous comparez ce qui est saisi en matière de narcotrafic, une dizaine de millions d'euros par rapport au rapport qui est réalisé, il faut bien évidemment constater que des marges de progression reste immense, même si ce volontarisme est là. Ici, nous pouvons nous féliciter de ces résultats. Je vais recéder la parole à Monsieur le Préfet qui va fixer ses enjeux et perspectives pour 2025, et je reprendrai la parole pour vous faire son pendant du côté judiciaire. Merci, Monsieur le procureur. Les enjeux, les perspectives pour 2025, ils nous ont été fixés par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui est venu à Marseille il y a quelques semaines avec des engagements et des objectifs très clairs. D'une part, sur les moyens à consentir et les renforcements de moyens supplémentaires à consentir sur le judiciaire et sur les enquêtes au long cours. Il y avait eu l'engagement du président de la République qui avait été tenu sur les effectifs de police à Marseille, qui ont été considérablement renforcés depuis 2021. Mais le ministre de l'Intérieur, lors de son déplacement, avait annoncé et avait voulu que nous renforcions les services du commissaire Frison, les services de police judiciaire du haut du spectre. Et donc le ministre avait annoncé 25 enquêteurs supplémentaires en début d'année. Cet objectif, il est tenu, puisque ces enquêteurs ont candidaté, ont été reçus, ont été identifiés.
et ils seront, le temps qu'ils déménagent et qu'ils s'installent à Marseille, ils seront affectés dans le courant du mois de mars, à partir de fin février jusqu'à fin mars. Donc ces effectifs prendront leurs fonctions, et pour renforcer 15 effectifs sur la lutte contre les trafics eux-mêmes et 10 qui sont positionnés sur la lutte contre la criminalité organisée. Le commissaire prison pourra vous en détailler l'affectation. Le ministre avait également annoncé la poursuite du renforcement des effectifs en tenue, des effectifs de voie publique. Ces 96 effectifs qui seront affectés courant 2025, justement sur la voie publique, dont effectifs en tenue qui arriveront dès qu'ils sortiront des écoles de police. La particularité des renforcements sur l'échelon judiciaire que nous ferons en 2025, c'est une mobilisation toute particulière de la gendarmerie nationale et de sa section de recherche, puisque les effectifs de la section de recherche, donc, qui enquête sur les formes graves de criminalité et notamment sur la criminalité organisée, seront renforcés de 20 enquêteurs supplémentaires, donc passeront de 100 à 120 militaires de la gendarmerie qui seront affectés à la section de recherche. C'est un effort absolument considérable. Et particularité encore, effort supplémentaire pour avoir un impact rapide sur la situation du crime organisé et de cette lutte contre le narcotrafic. Une cellule nationale d'enquête est créée avec 30 enquêteurs. C'est une cellule provisoire, 30 enquêteurs dédiés sur le sujet, avec 15 enquêteurs qui seront pris dans les effectifs de la section de recherche et 15 renforts qui viendront du reste du pays pour renforcer notre dispositif. Donc ça, ce sont des efforts considérables. Le ministre nous avait aussi demandé de travailler sur tous les autres aspects de la lutte contre le trafic. Et moi, je voudrais mentionner quand même la création d'un outil très particulier à Marseille, qu'on a créé en toute fin d'année dernière, qu'on a appelé la cellule anti-délinquance 360 degrés, puisque notre objectif, c'est au-delà de l'impact fort judiciaire, mais de pouvoir utiliser tous les moyens administratifs à disposition de l'autorité administrative et donc du préfet de police et de ses partenaires. Et donc cette cellule anti-délinquance, moi j'ai fixé deux objectifs, c'est que on se concentre sur les délinquants qui sont dans le narcotrafic et les délinquants et les criminels qui s'attaquent aux forces de l'ordre. C'est les deux axes prioritaires de cette cellule anti-délinquance. Donc à chaque fois qu'on a un délinquant ou un criminel interpellé sur ces faits-là, on fait analyser sa situation sur les cas bien sûr les plus importants par cette cellule anti-délinquance. On a actuellement 124 délinquants qui sont suivis, donc 81 sur le stup et 15 individus spécifiquement sur des menaces et des agressions sur les personnes détentrices de l'autorité publique. Et concrètement, c'est quoi? On fait examiner leur situation administrative quand ils sont étrangers, notamment en situation par exemple régulière, ou en lien extrêmement étroit avec le préfet de département. Nous travaillons au retrait de leur titre de séjour, également sur les fraudes aux prestations sociales. Très souvent, sur ces criminels, nous constatons, au-delà du fait de délinquance pour lequel nous l'avons interpellé, que parallèlement, il y a des fraudes aux prestations sociales. Nous avons déjà identifié 50 000 euros sur 2 cas de prestations sociales indues, et les contrôles approfondis par les administrations se poursuivent. Et nous avons, alors que la cellule s'est mise en place extrêmement récemment, déjà retiré 2 titres sur 2 étrangers qui étaient en situation régulière et expulsé ces deux étrangers. Donc ça, c'est un axe important que nous poursuivrons. Un autre axe administratif sur lequel on veut travailler, et je l'ai déjà annoncé, c'est en début d'année 2025, le travail sur un certain nombre de commerces, et notamment des épiceries de nuit qui créent des troubles à l'ordre public. Et donc début 2025, donc c'est-à-dire
d'ici la fin du mois ou au plus tard, tout début février, la fermeture par arrêté préfectoral dès le soir des épiceries de nuit qui génèrent, en tout cas celles qui ont généré des troubles, des nuisances, des troubles à l'ordre public, des nuisances notamment en lien avec le trafic de stupéfiants. Ce point sur les épiceries administratives, mais je laisserai sur les épiceries de nuit, je laisserai Monsieur le procureur compléter, mais c'est aussi une volonté de répondre à une mutation, à une diversification de la criminalité sur le département, avec une résurgence du phénomène des extorsions depuis septembre 2024, où là encore, il y a la réponse administrative, la réponse de voie publique, avec une mobilisation très forte, notamment des brigades anticriminalité qui ont constaté et qui ont procédé à des interpellations en flagrant délit d'individus qui commettaient ce type de phénomène et d'action, mais aussi une action extrêmement ferme de la police judiciaire, et notamment de la BRB, de la brigade de répression du banditisme, qui sera l'un des services qui seront renforcés par nos enquêteurs de police judiciaire, et qui ont procédé à des affaires importantes dont je ne doute pas que Monsieur le procureur vous parlera. Enfin, un dernier point, une dernière priorité. Vous savez que le ministre de l'Intérieur s'est rendu au Havre il y a quelques jours, et dans la droite ligne de ce déplacement et des instructions qu'il nous a données, nous allons mettre en place un bouclier portuaire et routier, donc notamment pour renforcer la sûreté portuaire. La sûreté portuaire, une compétence du préfet de police des Bouches-du-Rhône depuis 2 ans. On a largement aujourd'hui amélioré l'étanchéité des périmètres, mais le travail est loin d'être fini et achevé. On a un besoin d'amélioration du suivi des habitations, notamment pour protéger les personnels des tentatives de corruption et pour protéger globalement la sécurité du port, renforcer donc les contrôles d'accès, et puis utiliser les moyens qui sont mis en œuvre par les douanes, avec un deuxième scanner qui sera un outil extrêmement important, qui est arrivé en décembre dernier sur le bassin est du port de Marseille-Fos, et qui sera pleinement déployé dès ce début d'année. Enfin, dernier outil indispensable sur la sécurité du port, c'est la création de cette crosse portuaire, la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, qui a été créée en fin d'année dernière et qui doit être pleinement déployée cette année. Donc, ça, ce sont les nouvelles perspectives. On a des moyens qui nous ont été consentis par le gouvernement, très importants en 2024 et qui le seront encore en 2025. C'est les renforts que je vous ai indiqués. Mais au-delà de ça, on a évoqué les méthodes de ces criminels du narco-banditisme, qui prend parfois l'aspect d'un narco-terrorisme. On a aussi besoin, et les policiers et les gendarmes sont extrêmement en attente de cela, d'un nouvel arsenal judiciaire, donc extrêmement impatient de pouvoir voir ce nouvel arsenal judiciaire législatif se déployer. Et où on travaille, il faut quand même voir qu'on a la chance, on a des parlementaires extrêmement mobilisés dans le département, et il faut rappeler qu'on a dans le département 3 sénateurs qui ont appartenu à la commission d'enquête du Sénat sur les narcotrafics, donc qui sont extrêmement au fait, mobilisés, et avec lesquels nous échangeons extrêmement régulièrement pour que cette union sacrée que monsieur le procureur a mentionné, cette union sacrée qui existe déjà entre nous, soit pleinement déployée au-delà de nos équipes, sur l'ensemble avec l'ensemble des responsables publics au niveau du département. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que cela soit fait. Monsieur le procureur.
Je vous cède la parole. Oui, merci Monsieur le Préfet. Ben oui, dans le prolongement de votre conclusion, donc les enjeux et perspectives 2025 du point de vue judiciaire, nous attendons de nouveaux instruments juridiques et comme vous le savez, de manière imminente, la loi de lutte contre le narcotrafic arrive au Sénat. Cette loi devrait pouvoir nous doter d'outils juridiques nous permettant d'être naturellement beaucoup plus efficaces pour lutter contre ces phénomènes. Et je me suis déjà très largement exprimé sur le sujet, mais à titre de synthèse et assez rapidement, l'évolution du statut de collaborateur de justice pour l'ouvrir aux auteurs de crimes de sang, commanditaires, auteurs d'assassinats, qui vont nous permettre d'atteindre des personnes qui sont au cœur de l'organisation et étant au cœur de l'organisation vont nous permettre de démanteler les réseaux et vont nous permettre évidemment de connaître les circuits de blanchiment et de récupérer l'argent mal acquis et de récupérer les avoirs criminels. Deuxième phase d'une même médaille, serais-je tenté de dire, une cour d'assises spécialement composée pour juger les crimes du crime organisé. Pour une simple raison, pour tous ceux journalistes ici présents qui avaient assisté à des audiences de cour d'assises dans ces matières-là, les pressions, les menaces, la peur règnent et il n'est pas envisageable, il n'est pas humainement supportable pour des jurés citoyens de se retrouver dans ce type d'audience. Je pense et je crois que nous sommes arrivés à un stade où il convient de faire juger ces crimes-là par des magistrats professionnels. Vous parliez de narco-terrorisme, monsieur le préfet de police. Qui imaginerait aujourd'hui faire juger des actes terroristes par des jurés populaires? On en est arrivé à la même problématique et je pense qu'il est tout à fait indispensable de se doter de ce deuxième instrument juridique. Le troisième, c'est là aussi un changement de philosophie que les magistrats appellent de leur vœu depuis de nombreuses années, c'est l'association de malfaiteurs criminels à l'instar de ce qui existe dans d'autres législations, afin de disposer du cadre juridique adapté, nous permettant de travailler sur l'organisation elle-même plutôt que sur l'événement. Et je suis ravi que cette volonté, nous la partageons désormais incontestablement avec les militaires de la section de recherche de la gendarmerie et avec les policiers de la police judiciaire. Vous parliez d'extorsion, monsieur le préfet de police. Les deux enquêtes diligentées cet automne par la police judiciaire sur ce travail, sur la structure elle-même, sur un travail de longue haleine méticuleux, a permis d'avoir des résultats considérables, même si, je le dis toujours, nous devons l'un et l'autre toujours rester sur une posture modeste. Malgré ces deux enquêtes très symboliques avec des résultats considérables en matière d'extorsion, nous constatons tous les matins, quand nous lisons le bulletin quotidien d'actualité, que l'extorsion est une nouvelle piste de réorientation des narcotrafiquants et donc nous devons suivre ces phénomènes avec attention et rester particulièrement vigilants. Et puis, enfin, il y a un certain nombre de mesures de simplification que nous attendons tous, qui devraient pouvoir être mises en œuvre, mais c'est naturellement aux politiques et au Parlement d'en décider. Le deuxième axe pour 2025, c'est la lutte contre le blanchiment. Là aussi, avec une volonté totalement partagée par nos services enquêteurs, qu'ils soient de la police judiciaire ou de la gendarmerie nationale. Alors, vous avez parlé effectivement des épiceries de nuit, monsieur le préfet. Nous aussi, c'est-à-dire que on va lutter contre le blanchiment de proximité, c'est le premier axe de travail. Et dans le prolongement de votre action sur les dites épiceries, nous avons en lien avec Tracfin et avec le tribunal de commerce, là aussi c'est une volonté très forte de la division Ecofi de travailler sur les sociétés écrans pour les éliminer en circuit court. Et puis sur la division de Sylvie Audier, c'est la même chose, c'est de faire de la saisie et de la confiscation
en circuit court, de comptes bancaires, de numéraires et de véhicules pour que, ben, évidemment, à tous les niveaux, nous soyons efficaces. Et puis, dans la division à la fois animée donc, sur la Crimorgue d'Isabelle Faure et de Jean-Yves Lourgouillou, c'est axer les axes de coopération internationale, puisque nous le savons tous, naturellement, tout ou partie des profits colossaux dont peuvent bénéficier le haut du spectre du narcotrafic est réinvesti à l'étranger. Alors nous n'avons pas attendu cette année, et, nous avons noué des liens avec nos collègues luxembourgeois, avec nos collègues monégasques, mais nous avons la volonté également d'aller dans un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui l'objet de réinvestissement des avoirs criminels. Le troisième axe de travail, c'est la poursuite d'une coopération, je le disais, de manière liminaire avec l'administration pénitentiaire, qui a été mise en œuvre, je tiens à le souligner, sous l'impulsion d'Isabelle Faure et de M. Alves, le directeur des services pénitentiaires, bien avant le drame d'Ancarville, c'est-à-dire des échanges quotidiens sur un certain nombre de profils pour les traiter de la manière la plus adaptée, mais également des réunions stratégiques mêlant l'ensemble du spectre, ceux qui sont sur le terrain jusqu'à l'administration pénitentiaire pour contenir, pour maîtriser. Et deuxième phase, vous avez compris que j'aime bien cette expression, d'une même médaille, l'efficacité d'un État, c'est la traque et l'arrestation des fugitifs, qui est un axe que nous travaillons et qui va être encore développé par la police judiciaire jusqu'à la brigade nationale de recherche des fugitifs. Ma 7e chambre correctionnelle, notre 7e chambre correctionnelle est à la hauteur de ses responsabilités et a décerné des peines d'emprisonnement ferme très conséquentes de plusieurs années avec des personnes qui, comparaissant libres car présumées innocentes, ne se sont pas présentées le jour de leur jugement, et nous avons un certain nombre de mandats d'arrêt à ramener à exécution. Alors l'actualité brûlante, je ne souhaitais pas en parler, mais je devance votre question. L'exemple type étant naturellement, grâce au travail policier et judiciaire, l'arrivée imminente de Félix Bingui sur le territoire national pour répondre des actes qui lui sont reprochés. Quatrième axe de réflexion, c'est, je vous le disais, j'en terminerai par là, j'ai déjà été trop long, notre idée, c'est de développer une approche globale. La problématique, elle est globale. Elle gangrène, ce narcotrafic gangrène nos quartiers. Il y a la police et la justice, la répression. Nous l'assumons, monsieur le préfet, totalement. Nous sommes payés pour ça, si je puis me permettre cette expression triviale. Mais c'est un problème sociétal qui implique la mise en œuvre de tous les acteurs et d'emporter avec nous ceux qui, au quotidien, vous l'avez dit, monsieur le préfet de police, subissent ce narcotrafic qui, en réalité, les fait mal vivre et leur permet de ruisseler quelques miettes. En luttant contre la toxicomanie lourde, nous avons décidé de nous engager plus fortement sur ce point et nous aimerions emporter avec nous l'ARS pour faire des injonctions de soins, en traitant également la problématique de ces petites mains du trafic. Il faut le dire là aussi pour l'ensemble de la population, ces petites mains du trafic sont des auteurs. Nous les traitons comme des auteurs. Vous les faites interpeller, monsieur le préfet, nous les jugeons. Mais il faut savoir quelle est la face cachée de ce narcotrafic. Les dettes fictives de cette main-d'œuvre précaire, souvent mineure, les séquestrations, les tortures, c'est ça aussi le narcotrafic. Et je souhaite, en cette année 2025, si les moyens en enquêteurs nous sont donnés, développer l'aspect traite des êtres humains. Je peux vous indiquer que les quelques affaires, et si vous lisez La Provence, désolé de faire de la publicité pour mon journal local, les affaires d'assises pour traite des êtres humains, je peux vous dire que les cours d'assises ne tremblent pas
et les peines sont considérables à la hauteur de la gravité des sévices qui sont subis par ces jeunes, et avec un travail par la division de Mme Regnault de les extraire, de les protéger, tout en les sanctionnant. C'est les deux objectifs. Et enfin, je terminerai par un magistrat qui ne parle pas des moyens, ça serait un peu disruptif, mais je ne vais pas parler des miens de moyens. Je vais d'abord parler des moyens de la police. Vous l'avez rappelé, monsieur le préfet de police, quand nos deux ministres de la Justice et de l'Intérieur sont venus à Marseille, j'ai écouté avec attention le ministre, monsieur Retailleau, qui a dit très clairement qu'un de ses objectifs prioritaires était de renforcer la filière judiciaire. Sans enquêteurs de la police judiciaire, sans enquêteurs de la gendarmerie nationale, nous n'en resterons qu'à l'écume des choses. Et effectivement, vous l'avez rappelé, je n'y reviens pas, on est passé très rapidement de la parole aux actes, puisque nous avons eu un renforcement de 25 policiers à Marseille. Et ce qui est très important, ce que m'a expliqué monsieur Hesson, c'est pas puisé dans d'autres divisions, c'est 25 nets qui arrivent et qui vont renforcer la filière. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà un geste important. Et avec la section de recherche et une doctrine générale de la gendarmerie nationale que je ne peux qu'apprécier, de se lancer également de manière très déterminée dans la lutte contre la criminalité organisée. Nous ne sommes pas de force, ça n'est pas de trop pour lutter contre l'ampleur de ce phénomène, sans parler naturellement des douanes et de la douane judiciaire qui sont partie prenante dans cette lutte. Et puis d'un point de vue judiciaire, je ne reprendrai que les termes du procureur général, il va falloir juger tous ces gens-là que nous devons juger, qui sont la manifestation concrète de nos bons résultats. On peut terminer sur une note optimiste. Il va falloir que les moyens en effectif de juges pour juger ces personnes-là soient à la hauteur des enjeux qui nous appellent. Merci de votre attention. Ce que nous vous proposons avec monsieur le préfet, c'est de nous poser quelques questions. Et puis, une question qui vient tout de suite. Oui. Ah, il va pas... C'est ça, sans transition. Sans transition. Je saute sur l'occasion. C'est vrai que vous avez affiché une belle unanimité rassurante, c'est vrai, face à une situation complexe. J'ai lu que la procureure générale pour la Cour de Paris s'était montrée hostile à la création du PNACO, Parquet national de lutte contre le crime organisé, qui a un peu disparu du discours. J'aurais aimé avoir votre réaction par rapport à ça, parce que vous le sollicitiez justement ce PNACO, et là on a ce discours. Il y a parfois des discordances. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en posant la question, Oui, qu'on sache qui est qui? Michel Verne, TV Monaco. Alors, concernant le PNACO, nous sommes rentrés dans une phase politique, et cela va être discuté très prochainement devant la représentation nationale. Pour que chacun comprenne bien, il y a deux possibilités, pour faire simple, avec un certain nombre de déclinaisons. Une JUNALCO renforcée, la juridiction nationale qui est raccrochée au parquet de Paris et qui a d'excellents résultats, soit la création, à l'instar de ce qui a été fait pour le parquet national antiterroriste ou le parquet national financier, un parquet dédié. Alors, dans cette phase politique, moi je ne souhaite pas m'exprimer, donner mon avis qui n'a finalement pas un grand intérêt. Je dirais simplement, je reprendrai les termes qu'a donné Rémi Heitz, le procureur général, le plus haut magistrat du parquet de France, de la Cour de cassation. À l'évidence, nous avons besoin d'une coordination plus forte et d'une incarnation. Bonjour, Laure Parra pour CNews. J'ai une petite question sur... j'ai relevé que la Cour des comptes a relevé que la lutte contre le trafic, notamment sur Marseille, se faisait au détriment d'autres missions, comme la police du quotidien. Vous avez parlé de renfort. C'est la Cour des comptes qui le dit, ce n'est pas moi. Donc est-ce que cet équilibre peut être rattrapé dans vos objectifs de 2025 ?
Je répondrai, c'est pas parce que la Cour des comptes le dit que c'est vrai. Parce que ça n'a pas grand sens d'opposer, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon propos cette année sur le bilan, d'opposer la lutte contre la délinquance du quotidien et la lutte contre le narcobanditisme. Notamment parce qu'à Marseille, les stupéfiants, les trafics de stupéfiants irriguent l'ensemble des formes de délinquance. Irriguent les violences conjugales, irriguent toute la délinquance d'appropriation. Donc en luttant contre le narcobanditisme, on lutte contre la délinquance et toutes les opérations de contrôle que l'on mène dans les quartiers, les opérations même de contrôle routier qui ne sont pas destinées à proprement parler au trafic de stupéfiants permettent de lutter aussi contre le trafic de stupéfiants. Un exemple, quand on fait un contrôle routier, maintenant on essaye systématiquement de faire de la détection de conduite sous stupéfiants, faire de la détection de consommation de stupéfiants. Donc, et les résultats qu'on a eu cette année, on s'est mobilisé de manière massive sur la sécurité générale à Marseille pour que les JO soient accueillis de manière paisible et réussie, ce qui a été le cas. Et c'était historique à Marseille. C'était le plus gros service d'ordre et le plus gros événement d'ordre public qu'on a accueilli à Marseille en mai dernier. En luttant, en permettant à cet événement de se tenir, on a contribué à la sécurité générale, on a contribué à une saison estivale qui s'est bien passée, et on a contribué, comme on l'a montré, à améliorer notre mobilisation et à obtenir des résultats sur le trafic de stupéfiants. Donc ça n'a pas de sens d'opposer les deux formes de délinquance et les deux mobilisations, puisque chacune nourrit l'autre, hein, et en luttant contre l'une, on contribue à améliorer la sécurité des Marseillais, des habitants du département. Monsieur le préfet de police. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, pardon. Je suis à l'impasse. Je voulais vous demander si l'opération Place-Net, ou si d'une façon générale les opérations Place-Net continuent, et surtout si l'opération Place-Net de la Castellane, la cité de la Castellane bien sûr, continue, puisqu'elle avait été lancée par le président de la République en personne il y a un an. Alors, vous le savez, le ministre de l'Intérieur nous a demandé un bilan de ces opérations de Place-Net, hein, de travailler sur une poursuite de mobilisation sous des formes différentes, et notamment d'enrichir l'aspect judiciaire de ces opérations. C'est ce qu'on a fait, et ça se voit sur un certain nombre d'interpellations qui conduisent à des incarcérations importantes. Sur cette mobilisation de voie publique qui mêle judiciaire et voie publique, on vous a expliqué qu'on continuait évidemment à le faire. Et pour parler de la Castellane, j'ai commencé en rendant hommage aux policiers qui s'étaient pris un coup extrêmement violent dans la mâchoire en continuant ces opérations. C'est bien la preuve que la situation reste fragile, mais que nous restons mobilisés sur place. Le directeur de la police à Marseille, pour résumer, M. Esson pourra vous en donner les détails, mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui, à la Castellane, on a mobilisé 2 unités de force mobile, de CRS, qui sont pas que à la Castellane, mais qui seront à la Castellane aujourd'hui, pour continuer à matérialiser notre présence. Pas qu'à la Castellane, parce que la Castellane ne doit pas nous empêcher de contribuer, de continuer le pilonnage et le harcèlement des autres points d'île, des autres cités de Marseille, mais nous sommes présents aujourd'hui à la Castellane. Ça reste fragile. Les trafiquants ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique, et c'est seulement par notre présence continue et renforcée par les moyens qu'on continue, que le gouvernement nous attribue, qu'on peut continuer ce travail et qu'il continue. Est-ce que vous avez observé une féminisation dans le narcotrafic, le service pénitentiaire pour LFI? Oui, je peux répondre à cette question. On a constaté effectivement une féminisation. Un certain nombre de personnes de sexe féminin sont actuellement en détention provisoire. Un certain nombre de personnes de sexe féminin jouent des rôles de logisticiens et participent effectivement au narcotrafic. C'est un phénomène qu'on a constaté déjà depuis l'année 2023 et qui est un constat objectif. Et qui va peut-être un peu de... Vous avez des chiffres précis sur cette question-là, la proportion des femmes?
Je pourrais vous les donner, là je les ai pas, je les ai pas comme ça, mais on a un certain nombre d'affaires, notamment de logistique de narcomicide, où un certain nombre de femmes sont impliquées. Après, traditionnellement, moi ce qui me gêne, c'est j'essaie toujours, plutôt que le chiffre brut, que je ne suis pas en mesure de vous donner présentement, c'est toujours d'essayer de prendre du recul et d'avoir la tendance. La tendance, c'est les femmes étaient habituellement cantonnées à des rôles de nourrices. Nous constatons, je ne constate pas à l'heure actuelle de chef de clan, si on peut parler ainsi de sexe féminin, mais en revanche des rôles importants dans les organisations. Et ça, c'est inquiétant. Et ce qu'on pourrait rajouter, M. le procureur, Ouais, c'est que avec l'évolution aussi, avec la prise importante de la narco-livraison, qu'on a appelé les Uber Sheets, une présence, alors que les femmes étaient moins présentes sur les points de deal physiques eux-mêmes, elles sont plus présentes dans les phénomènes de narco-livraison. Les délinquants espérant peut-être que ça soit plus discret, et le général, mais comme le commissaire Esson pourront vous donner des exemples. Et on a notamment à Arles fait une affaire importante où sur 4 interpellés, le responsable, l'organisateur était un homme, mais les 3 livreurs étaient des femmes. Joël Marty, d'Estimate.fr. Vous avez souvent évoqué le risque d'un basculement vers un narco-État. Où en est-on? Est-ce que les coups de pouvoir que vous avez pu porter récemment, est-ce que... Alors, la route sera longue. Comme l'a dit le préfet à l'instant, on n'a pas une baguette magique pour faire disparaître tous les narcotrafiquants. Nous étions pas loin d'un point de bascule, c'est ce qu'a dit le président du tribunal judiciaire de Marseille. Nous avons cette année, je l'estime, sans nous gargariser, contenu, avons eu de véritables résultats judiciaires, mais je le répète, la problématique est globale et le chemin sera très long et très difficile, mais l'important, c'est de se mettre en ordre de bataille, d'avoir une méthodologie, une organisation et une volonté. Et c'est en tout cas celle que nous avons au niveau de la justice marseillaise. Et je ne doute pas qu'au niveau des forces de sécurité intérieure, qui, je vous le rappelle, travaillent également sous l'autorité des magistrats, nous partageons les mêmes objectifs. Je voulais peut-être ajouter quelque chose, monsieur le préfet. Entièrement d'accord. Cassandra Moreau de Maritima, moi j'ai une question sur Uber Sheet, la livraison de drogue du coup. Ça passe aussi par les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une présence à ce niveau-là numérique de vos forces? On parle beaucoup du terrain, mais est-ce que sur le numérique vous êtes présent et comment vous luttez dans cet aspect-là? Évidemment, les réseaux sociaux sont présents sur l'ensemble du spectre. Ils sont présents sur la promotion des points de deal. On a tellement pilonné, harcelé les points de deal que on a eu même des phénomènes de création de points de deal ponctuels. Ils annoncent sur leurs réseaux sociaux à leurs clients la création d'un point de deal ponctuel pour quelques heures. Les réseaux sociaux servent aussi à cette forme de terrorisme de certains délinquants pour recruter leurs employés. C'est une forme de radicalisation criminelle accélérée d'un certain nombre de jeunes délinquants. Et là, le rôle des réseaux sociaux est important. Et puis, évidemment aussi pour la livraison par Uber Sheet, la livraison par la Poste. Hein. Voilà, les réseaux sociaux sont évidemment, comme sur toute la criminalité, une part importante de l'enjeu. Et c'est bien évidemment qu'on est mobilisé tant au niveau local, on a renforcé l'antenne OFAC de l'Office anticriminalité de la police nationale. Le COM Cybergende travaille également au niveau central sur ces questions, et il y a des enquêteurs spécialisés dans les 2 forces qui ont été largement renforcés sur ce sujet-là, à la fois pour surveiller, pour avoir de l'information et nous permettre d'agir, mais également pour travailler sur les livraisons.
là encore, monsieur le procureur l'a dit, il y a un certain nombre d'outils juridiques et législatifs qui sont très attendus. Donc l'arsenal, les armes législatives adaptées réclamées par le ministre de l'Intérieur sont extrêmement attendues par les forces de l'ordre. Je pourrais demander au chef de la police judiciaire de préciser ses besoins, mais c'est des capacités d'infiltration, des capacités de livraison, de coûts d'achat qui sont pour l'instant extrêmement encadrés et qui ne peuvent pas être faites avec suffisamment de facilité. Mais voilà, c'est un débat à avoir entre, bien sûr, avec les services du ministère de l'Intérieur, avec le pouvoir législatif, et c'est des sujets qui sont actuellement étudiés, mais sur lesquels les attentes sont importantes. Bonjour, Marc Laras pour Le Parisien. J'avais une question alors que donc on attend le chef présumé du clan Ouida qui doit être extradé en France aujourd'hui. On parle énormément de leur reboot de la DZ Mafia, mais je voulais savoir qu'est-ce que ça recouvre exactement que ce terme. Est-ce que c'est une organisation? Est-ce que c'est un label où tout le monde peut se vanter? Est-ce que ça peut servir, sans faire partie de l'organisation, à faire peur, à racketter, etc. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un regard un peu plus précis aujourd'hui sur ce qu'est la DZ Mafia maintenant? Alors moi, je ne souhaitais pas limiter cette conférence de presse à une organisation criminelle particulière, sauf qu'effectivement, nous avons affaire à une organisation structurée dont on prête beaucoup. Certaines personnes, par opportunistes, s'en revendiquent et n'en font pas partie. Cartélisation, coupolisation à la sicilienne, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand des organisations criminelles, et c'est pour ça que le terme narcoterrorisme n'est pas intéressant, c'est quand ils se placent en opposition avec un État, en contre-société, avec une économie qui n'est plus souterraine et qui devient une économie parallèle. Notre travail, que ce soit contre cette organisation-là ou d'autres, c'est de cela qu'il convient de se méfier, qu'il convient de juguler par la fameuse approche globale dont je voulais vous indiquer. Effectivement, un point de bascule, c'est une conférence de presse. Moi, je ne connaissais que les organisations criminelles qui font des conférences de presse, c'était les organisations terroristes qui avaient un sous-tendu idéologique. Là, vous n'avez pas de sous-tendu naturellement idéologique. Vous avez une stratégie de communication pour maintenir une pression sur les quartiers et se désolidariser de certains actes qui avaient révolté la population que vous essayez de soumettre. Donc voilà, à partir de là, les termes mafia, pas mafia, c'est pas ça qui est important. C'est une riposte globale à des organisations qui ne se contentent pas de commettre des infractions. Est-ce que vous voulez pas rajouter des précisions, monsieur le préfet? Non, vous avez été très clair, monsieur. Deux questions. Mathilde Sey, d'abord, vous avez évoqué, monsieur le procureur, les phénomènes de corruption. C'est pas la première fois que vous évoquez cela, vous avez évoqué ça bien sur les rentrées. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible de quantifier cette corruption? Est-ce que vous avez des faits saillants, des affaires qui ont marqué l'année dernière? Et si vous pouvez nous dire un peu plus sur le type de public qui est le plus visé? Est-ce qu'on est plutôt sur l'administration pénitentiaire, sur les dockers, sur les magistrats? Est-ce que vous pouvez faire un petit peu un état des lieux de la situation? Non, je ne vous ferai pas un état des lieux et je vais naturellement pas vous parler des enquêtes en cours. La seule chose que je peux me dire, si je me permets de faire ce type de commentaire, c'est que c'est basé sur des éléments concrets et sur une réalité. Nous avons des personnes qui sont renvoyées dans la division de Madame Regnault. Voilà, si vous allez savoir quelque chose de concret dont je peux parler, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire pour des faits de corruption.
corruption. Toute l'année dernière a été émaillée d'un certain nombre de jugements. Ensuite, moi, c'est sur la corruption, puis j'arrêterai là. Donc, effectivement, on constate une volonté d'entrisme, une attaque. Moi, je crois que la problématique, elle se règle de plusieurs manières. À travailler sur la déontologie des uns et des autres, à mettre des moyens de vérification, de containment, de la consultation de fichiers. La corruption, c'est un bien grand mot, mais ça, les dérapages, ils peuvent partir de là. Enfin, c'est là aussi, excusez-moi, je répète la même chose, mais c'est une approche globale et évidemment écarter les brebis galeuses et les sanctionner sévèrement parce que ce sont des traîtres, ne serait-ce qu'à leurs collègues de travail qu'ils mettent en danger. Mais vous constatez une hausse de ce phénomène Je vous dis, je ne peux pas vous donner de chiffres, donc, et je ne souhaite volontairement pas vous en donner, mais c'est quelque chose qui fait l'objet de toute notre attention et qui peut impacter, comme vous l'avez indiqué très clairement, des opérateurs privés et des fonctionnaires publics. Comme une deuxième question pour le Figaro, vous avez parlé du mineur de moins de 16 ans qui sera jugé bientôt dans le tribunal de Côte d'Enfant. Il a quel âge exactement et vous avez des commis en France? Oui, ça sera le premier TPE criminel GIRS, si on peut dire, pour des affaires du haut du spectre. Et il avait un peu moins de 16 ans, il avait 15 ans au moment où il a commis les faits. C'est la raison pour laquelle il ne comparera pas devant une cour d'assises des mineurs, mais devant un tribunal pour enfants criminels. Et les deux autres à venir, ils ont moins de 16 ans, hein, par définition, sinon ils se retrouvent devant la cour d'assises des mineurs. Ils sont liés à un certain nombre de narcomicides qu'on a connus. Alors pas nécessairement comme dans le cas qui va être évoqué prochainement comme tireur, mais comme ayant participé à cette série, à ces assassinats. J'ai une question concernant les procès aux assises. Vous êtes favorable Oui. à la création de cours d'assises composées de magistrats professionnels. Est-ce que c'est parce que vous avez eu vent d'incidents ces dernières années, des jurés qui auraient été intimidés, enfin ce qu'on a déjà connu, mais plus pour le milieu traditionnel par exemple? Alors, plusieurs enquêtes ont été ouvertes, hein, notamment à Bobigny. Il y a eu des poursuites qui ont été engagées, hein, précisément sur des dossiers de narcomicide. Donc, effectivement, nous avons là aussi des éléments concrets. Et puis, au-delà des approches directes, vous avez un climat qui règne dans ces salles d'audience, vous les connaissez comme moi, qui font que c'est assez surhumain de demander à des personnes qui sont tirées au sort et qui l'après-midi vont reprendre leur métier d'ouvrier ou de chirurgien dentiste, de s'engager dans ce type de procès. Hein. C'est pas, moi je suis pas de dire les jurés peuvent pas comprendre. Les jurés sont tout à fait capables de comprendre ce qu'un magistrat peut comprendre. C'est pas sur ce terrain-là que je me place. C'est sur le fait que dans certaines ambiances, il faut que ce soit des professionnels.